Bonsoir Isabelle Santi, merci d'être avec nous dans le cadre du Festival des diversités organisé par le collectif l'association Pride Toulouse. Bienvenue. Bienvenue et bienvenue aux personnes qui sont avec nous ce soir. Merci beaucoup et puis je suis ravie de vous retrouver, de partager ce moment avec vous et puis toutes les personnes qui nous suivent. Isabelle, vous êtes une performeuse et une chercheuse qui est impliquée dans différents projets qui s'articulent autour de thématiques telles que la santé, la culture et les archives. Et vous travaillez auprès d'associations et d'institutions culturelles. Vous êtes également la cofondatrice de l'association Queer Code et de l'association La Fabrique Art Thérapie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous et sur votre parcours? Oh là là, vaste programme. Déjà, quand j'ai regardé tout ce qui était indiqué sur l'événement Facebook, j'ai fait oh là là, mais c'est trop ou pas assez, j'en sais rien. J'ai la chance d'être quelqu'un de passionné, d'être engagé et d'avoir aussi rencontré plein d'extraordinaires personnes qui m'ont inspirée et qui m'inspirent toujours. Et donc, c'est vrai que je milite depuis plus d'une trentaine d'années pour les droits des personnes LGBTQI. Et puis, je suis passionnée dans le domaine autant militant que professionnel par tout ce qui est effectivement santé et culture. Et j'ai toujours fait des allers-retours, soit en tant que professionnelle et en tant que militante dans ces domaines. Et puis, j'essaye de plus en plus de les relier. Je pourrais dire aussi, et c'est important puisqu'on est dans un moment de fierté, donc que je suis lesbienne, butch en tout cas aussi dans une thématique de genre fluide en termes d'identité, et puis je suis aussi quelqu'un à motricité réduite. C'est important parce que effectivement dans ces moments où on va bientôt marcher, où on voudrait marcher pour nos droits, pour nos identités, pour nos communautés, c'est vrai que c'est pas toujours simple pour toutes et tous et les autres, et donc j'en fais partie, et donc c'est vrai que c'est important de l'évoquer aussi. Merci de partager ça avec nous. Comme j'ai pu le dire, vous êtes notamment cofondatrice de l'association Queer Code. Quelle est cette association? Comment est-elle née, notamment? Alors j'ai prévu plein d'images. Alors je ne sais pas si je vais réussir à les partager. Tout à l'heure on a fait plein de tests et je vous en remercie. Je vais tenter. Voilà, donc je m'excuse et je demande l'indulgence de toutes, de tous. Donc je tente et puis si j'y arrive pas, je vous demanderai de l'aide, Fanny. Donc allez, on va un peu se promener. Alors déjà, hop, dans un autre. Trop de choses, trop de possibilités dans la vie. C'est ça qui est extraordinaire. Vraiment. Déjà, pour finir de me présenter, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, j'avais choisi quelques images. Donc moi, je suis originaire de Lille. Depuis 10 ans, je vis à Montpellier. Je suis venue à Montpellier pour des raisons professionnelles, ouvrir un grand bâtiment culturel. Et donc là, on me voit sur la grande place de Lille avec plein de militantes et militants pour une mobilisation pour la reconnaissance des persécutions et des déportations des homosexuels. Donc là, il y a plus une vingtaine d'années. Et puis là aussi, pour dire qu'au niveau où je me situe dans mon engagement associatif, ce qui m'a nourri et construit, c'est également ACT UP et ACT UP Lille. J'étais militante et activiste dans cette association, notamment pour l'accès à du matériel à injection unique, puisque beaucoup de mes amis, quand j'avais 14-15 ans, sont décédés, sont contaminés via du matériel de shoot qui était un mode malheureusement de transmission du VIH/SIDA. Et puis je suis également, puisque effectivement je m'appelle Isabelle Santis. Isabelle, c'est le prénom que m'ont donné mes parents, et j'ai également choisi d'autres prénoms. Donc Salem, c'est mon nom de sœur de la perpétuelle indulgence. Je suis sœur depuis plus de 18 ans. Et puis Diego, qui est également mon nom de drag king, et je suis aussi depuis une vingtaine d'années, je me joue des genres, des codes, et Queer Code, c'est aussi se jouer des codes pour pouvoir en fait découvrir notre histoire, et c'est vrai que toute cette histoire pour moi est importante. Et donc il y a 6 ans, j'ai eu un très grave accident, d'où cette motricité réduite. Et mes amis m'ont proposé qu'on puisse créer une plateforme numérique pour continuer d'échanger, de partager, de militer ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Et depuis 6 ans maintenant, on a créé donc ce collectif QR Code qui se joue donc du terme
de codes craqués par Alan Turing et de nombreuses soldats et personnes engagées dans les armées alliées. Là, vous voyez donc une de ces machines qui codait donc les messages nazis et qui donc a été décryptée. Et notre collectif fait aussi référence au QR numérique, et ça fait partie d'ailleurs de notre identité numérique. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner accès à une histoire trop souvent tue et peu accessible. Et là, vous voyez des images qui nous ont été confiées par des familles, là un couple de femmes et un couple des années 30 et avec Thérèse Pierre qui fait une grande résistante, et puis d'autres résistantes dont on transmet l'histoire, et notamment Claude Quin et Marcel Moore, là à leur sortie de prison à Jersey. Et puis c'est toujours aussi se dire que nos archives, elles sont parfois très loin. Là, ce sont des archives de soldates lesbiennes engagées, et donc ce sont des objets qu'on a pu des archives découvrir aux archives de San Francisco. Et puis vraiment notre QR code, c'est vraiment notre collectif, c'est se dire que apprendre ensemble, connaître notre histoire, c'est effectivement pouvoir être acteur, actrice de nos histoires et de nos luttes actuelles. Et donc l'idée, c'est vraiment aussi de rematérialiser le contenu de notre site internet via différentes rencontres, performances. Là, c'était à la bibliothèque à Genève de l'Estime qui voilà, l'idée c'était si on avait rematérialisé toutes les archives de notre site internet, ben voilà, ça prendrait ces formes de carton. Et d'ailleurs, ce stickers où il y a notre QR et notre nom de site internet a été maintenant archivé aux archives du féminisme à Angers, et notre site est aussi numérisé et archivé en tant qu'archive numérique. Donc bref, tout ça pour vous dire que c'est un ensemble, un tout. Plein de choses à vous raconter aussi, puisque effectivement l'idée c'est aussi se réapproprier via nos corps notre histoire. Et là c'est un superbe projet mené par des archives au Canada, où on avait demandé aux personnes LGBTQI+ de parler de leur histoire via leur tatouage. Et ce couple de lesbiennes, voilà, présente leur tatouage commun qui raconte leur histoire d'amour, leur relation. Et aussi, c'est une référence au triangle noir des asociales qu'ont pu porter certaines lesbiennes, certaines femmes qui ont été déportées par les nazis. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que voilà, connaître notre histoire, c'est aussi une façon de pouvoir célébrer nos vécus, nos histoires contemporaines. Et là, c'est d'autres tatouages choisis par des amis militants et militantes. Là, c'est le triangle noir et le triangle rose qui a été réapproprié par un militant, Louis. Et nous aussi, on a décidé donc de faire passer nos messages et ces histoires archivées via notre site internet, via notamment des calcomanies. Et l'idée, c'est qu'on puisse, en fait, lors de performances, là, on voit lors d'une soirée avec le superbe collectif Martine de Montpellier, voilà, interréagir. Et donc, avec votre téléphone, vous pouvez flasher sur ce QR, sur nos pots, et accéder donc à notre interface numérique. Voilà, c'est plein d'expériences et d'histoires QR code, mais je pourrais vous raconter plein de choses pendant plein de temps. Donc, on reviendra tout à l'heure sur toutes les autres parties de ces projets. Si je mets pas le micro, ça ne marche pas. Merci d'avoir partagé cela. En effet, on reviendra plus en détail dessus tout à l'heure. Vous êtes également la cofondatrice d'une association qui s'appelle la Fabrique Art. C'est une association qui mêle des disciplines artistiques et une visée thérapeutique. Est-ce que vous pouvez aussi, en quelques mots, nous en dire plus sur cette association ? Quelques mots, ça va être difficile, hein, passionnée que je suis. Mais bon, je vais essayer de... alors peut-être quelques images aussi, parce que c'est vrai que c'est un bon support. Donc QR code créé il y a 6 ans, mais qui s'inscrit dans mon parcours de vie et de militance depuis plus d'une trentaine d'années. Un petit peu la même chose pour la Fabrique Art Thérapie. Moi, je suis une activiste de lutte contre le sida, et lors de cette mobilisation, en fait, j'étais aussi salariée d'associations comme Drogue Info Service, Sida Info Service. Je me suis formée en fait avec ces associations.
Et puis j'ai pu accéder à des cycles universitaires de faculté de médecine, notamment en sexologie et puis en art-thérapie. Et donc il y a 10 ans, j'ai fait le choix de suivre un parcours universitaire en art-thérapie pour justement aussi un petit peu relier tous les savoirs que j'avais pu mener, soit en tant que sœur de la perpétuelle du chant, soit en tant qu'actopienne, soit en tant que professionnelle de la santé. Et, euh, et ça a été effectivement un grand parcours. Alors à un moment, j'ai même failli faire mon travail de mémoire d'art-thérapie sur les archives et leur potentiel thérapeutique. C'est quelque chose qui est très important. On en parlera pendant notre conversation. Alors pour pas perdre mes professeurs, parce que je trouvais que c'était un petit peu ardu, j'ai plutôt fait un choix et un travail sur les apports de l'art-thérapie pour accompagner les personnes vivant avec le VIH dans leur observance des traitements. Et là, si on regarde un peu quelques images, voilà, pour vous raconter ce qu'on fait à la Fabrica, puisque l'idée c'est que on est tout un collectif issu de personnes en fait où on s'est rencontrés en différents projets, notamment dans le nord de la France. Là, vous voyez en fait à Montpellier, à l'école de cirque de Montpellier, on organise tous les mois un atelier d'étirement sérosolidaire ouvert à tous et à toutes. Et puis là, à la fin de cet atelier, vous voyez, on a fait un grand ruban rouge de la solidarité avec voilà tous les participants. C'est aussi ce ruban de cirque, hein, c'est un agrès de cirque qu'on utilise pour des spectacles, pour aussi des temps de mémoire. Donc vraiment dans notre collectif, il y a autant des artistes de cirque, des professionnels de santé, des personnes vivant avec le VIH et puis des activistes. Notre vraiment, ce qu'on a à cœur, puisqu'on vient de la lutte contre le sida, c'est de transmettre cette histoire. C'est aussi d'aller ensemble voir des lieux inspirants. Là, c'était en février 2019 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Il y avait une très belle exposition sur Catharing et on a en fait organisé des visites avec des personnes vivant avec le VIH et leur famille de cœur et leur famille sociale. Et on a organisé un déploiement de patchwork avec notamment les amis du Patchwork des Noms. Donc vraiment l'idée, c'est voilà d'accompagner et d'aller à la découverte de lieux extraordinaires, de lieux ressources, et puis aussi d'apprendre et aussi de permettre à des personnes d'être solidaires. Là, ce sont des jeunes activistes lesbiennes et queer à Montpellier qui sont en train d'aider à faire un patchwork en souvenir d'une activiste de Montpellier. Là, c'est d'autres supports. L'idée, c'est qu'à Fabricart, on va vraiment se relier à tous ces outils de lutte que peuvent être les patchwork des noms, donc ces panneaux de tissu en mémoire des personnes décédées issues du VIH/SIDA. Et là, vous voyez, en fait, c'est d'autres objets textiles qu'on a créés. Ma pratique, elle est vraiment créer du lien et notre projet collectif, c'est vraiment créer du lien entre des personnes qui peuvent être parfois isolées. Et donc, vous voyez, par exemple, des petits rubans qui relient les expressions et les dessins de personnes sur du textile. On est aussi dans permettre à apprendre à créer, par exemple, là, c'était des illustrations de gravures avec des femmes qui aiment des femmes, des lesbiennes, des bi, cis et trans, pour illustrer des documents. L'idée, c'est aussi là aussi quelque chose en lien avec les archives. Là, par exemple, on faisait une référence à des publicités dans Lesbian Magazine dans les années 90 pour que les femmes se rencontrent via des sites Minitel à l'époque. Et là, donc, c'est une autre femme lesbienne d'une autre génération qui a pas connu Minitel, qui a pas lu forcément Lesbia et qui en fait a fait cette création de gravure et qui nous a permis de transmettre des messages de prévention. Et l'idée, on est vraiment dans une sorte de boucle de renforcement, comme on va dire en thérapie, c'est-à-dire voilà contribuer, s'entraider, apprendre, être fier de ce qu'on a fait, c'est important puisque ça va être le mois des fiertés. Là aussi, vous voyez, on va faire découvrir différentes artistes lesbiennes à différents publics. Et là, on voit notamment une vulve de l'artiste lesbienne Tickerine et une femme qui est en train de voilà de découper, d'illustrer et puis de valoriser ce qui est fait par les personnes, réaliser, créer, c'est important. Et là, ça a pris la forme d'un calendrier perpétuel lesbien, donc c'était un beau projet. Puis là, peut-être dernier partage, l'art thérapie pour moi, c'est aussi donc relier cette histoire de la lutte contre le sida et partager des inspirations. Et là notamment cette grande activiste américaine qui a été donc photographiée par une grande artiste. On la voit complètement body paintée.
Et ça, par exemple, c'est une œuvre d'art que je présente régulièrement à la Maison de vie de Carpentras, où j'interviens en tant qu'art-thérapeute, et où je présentais à des personnes vivant avec le VIH, voilà, ce témoignage, cette œuvre artistique. Et on va donc, à partir de cette connaissance, nous-mêmes s'exprimer, découvrir ces techniques de body painting et créer d'autres expressions. D'ailleurs, pour les 10 ans de la Maison de vie de Carpentras, on a fait toute une série de portraits de personnes qui ont souhaité, qui ont pu témoigner via le body painting. Et c'était assez puissant. Puis aussi, ce qu'on aime faire à la Fabrique Art Thérapie, ça va être détourner des objets de soins pour pouvoir mieux se les réapproprier. Donc là, c'est un pilulier. Et ce pilulier, eh bien, il va être présenté au MUSEM, puisqu'il va y avoir une très grande exposition à la fin d'année, dans le cadre des 40 ans de la lutte contre le sida. Donc vraiment, ce qu'on va créer, ça peut être des objets qui vont rester dans le quotidien des personnes, où ces personnes vont nous confier ces objets, comme là, ce pilulier, qui va permettre, en fait, de soutenir d'autres personnes. Et puis aussi, on va valoriser ces savoirs, ces compétences lors de présentations, d'expositions. Donc c'est un peu voilà tout ce cercle de voilà de liens, de capacités, d'empowerment comme on pourrait dire. Et puis après, je vous parlerai de tous ces projets un peu plus en détail tout à l'heure quand on échangera un peu plus en amont sur ces projets. Super, merci. Et du coup, est-ce qu'il existe des liens entre ces deux associations? Est-ce qu'il y a une complémentarité, une continuité dans ces différentes activités en fait, que vous pouvez avoir? Alors le lien, il est surtout fait par moi et puis aussi par les personnes qui sont engagées dans ces 2 associations. Certaines sont engagées dans les 2 associations, c'est le cas de Lydie, d'Émilie et d'autres. Et puis en fait, ce qu'on va par exemple expérimenter à QR code comme des projets numériques, de médiation numérique, ça va pouvoir nourrir des projets de la Fabrique Art Thérapie. Et puis vice versa. Donc voilà, c'est les personnes, nos expérimentations et voilà, parfois des projets communs qui se relient. Lors de... Pardon. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a, comme vous avez pu le dire, que vous avez un fort intérêt pour ces questions des archives, notamment à travers QR Code, mais pas que. Et notamment, lors des échanges qu'on a pu avoir précédemment, vous m'avez partagé une image qui pour vous, représentait le mieux votre, on va dire, votre rapport aux archives. Je vais la partager, c'est à mon tour. Très bien. Hop. Est-ce que vous pouvez... Ah, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Sinon, je crois que je l'ai, je peux regarder. Ouais. Allez, je tente. Maintenant, vous maîtrisez. Pas complètement, mais vous m'avez bien aidé tout à l'heure. Donc, j'espère que ça fonctionne. Alors, je vais un petit peu revenir. Je vais un peu vous donner le tournis. Je suis désolée. Hop, c'était au début. Voilà, je crois que c'était cette image dont vous parliez. C'était cette image, en effet. Et voilà, du coup, pourquoi avoir choisi cette image pour symboliser votre rapport aux archives? Oui. Alors effectivement, là on voit plusieurs paires de gants. Alors on voit donc une paire de gants tout à gauche de scientifiques, de personnes qui vont donc les utiliser pour prendre attention. Ce sont des gants que peuvent avoir des archivistes, des conservatrices, des restauratrices. Mais pour moi, effectivement, c'est la découverte, le partage avec ces professionnels. Et puis je suis moi-même également restauratrice de monuments historiques. Donc il y a ces objets, cette attention. Et puis après, tous ces autres gants, en fait, c'est vraiment le rapport aussi à voilà, mon lien avec les archives. Alors, les gants de construction de chantier, c'est parce qu'effectivement, les archives, c'est quelque chose de vraiment de la matérialité. Même si je fais beaucoup de choses numériques, hein, vous l'avez compris, c'est aussi une dimension de construction. J'aime beaucoup, par exemple, un collier qui est créé pour autofinancer des archives communautaires lesbiennes aux États-Unis. Elles ont repris du matériel de bricolage pour en faire des colliers qu'elles offrent. Et c'est une façon aussi
matérialiser le fait que des archives, ben voilà, c'est des cartons, ça peut être parfois aussi des parpaings, ça peut être aussi plein de choses qu'on va monter, construire ensemble. Et donc voilà, ces grands chantiers, ça symbolise pour moi cette construction collective et cette construction très matérielle pour bâtir des lieux, des espaces. Et on en parlera, c'est des grands combats à l'heure actuelle hein, qui sont menés pour pouvoir justement créer ces espaces. Et puis à côté, il y a des sous-gants de gants de boxe, puisqu'effectivement, bah, c'est un long combat. Alors un combat mené par d'autres et avec lesquels maintenant je m'associe et avec lesquels je peux lutter et avec lesquels on va aussi se battre pour faire exister des lieux d'archives ou des espaces où on va pouvoir collecter des archives et puis où on va aussi se battre pour faire reconnaître l'importance de ces archives. À côté, il y a des gants de moto en cuir. C'est aussi pour moi les archives, c'est un voyage. Alors c'est aussi aller, vous avez vu, je vous ai parlé d'archives de San Francisco. C'est aussi aller voir donc d'autres villes, d'autres pays, d'autres lieux. C'est tous ces voyages vraiment physiques qui vont aussi nous changer, qui vont aussi nous apporter plein de souvenirs, nous amener aussi plein de plaisir. C'est aussi peut-être de cuir de certaines pratiques érotiques et sexuelles, parce qu'il y a effectivement ce désir, cette appétence, ce plaisir autour des archives. Et puis des gants qui symbolise la fête, la nuit. Pour moi, c'est aussi important de partager ces archives qui sont pour moi synonymes de vie, de joie. Et là, dans la façon dont j'ai envie de partager les archives, il y a vraiment cette dimension de joie, de jeu. Et voilà, donc tous ces gants, c'est aussi des gants que je prête quand on peut prêter des objets. Et puis pour que justement les personnes puissent s'amuser avec, puissent aussi proposer leurs propres gants et donc c'est voilà, c'est un petit peu, ça me raconte un petit peu mon rapport aux archives et puis mon goût des archives. On parle d'archives et vous avez déjà peut-être un peu répondu à cette question-là en nous présentant cette image, mais qu'est-ce qu'on entend par archive? Qu'est-ce que vous entendez par archive et par extension par la mémoire, parce que c'est aussi le thème de cette rencontre, les archives et la mémoire LGBTQI+. Alors, je ne vais pas forcément donner de définition scientifique des archives. Je vais parler un petit peu comme le font un certain nombre de féministes d'un point de vue situé, hein, en tant que donc activiste, professionnelle, autant de la documentation des archives, du patrimoine et de la santé, puis aussi en tant qu'activiste dans tous ces domaines, et en tant que féministe, en tant que personne minorisée dans une société hétéropatriarcale. Bref, voilà, parler un petit peu de ce point de vue-là. Pour moi, les archives, ce sont en fait des ressources pour lutter aujourd'hui. Sont aussi des ressources pour pouvoir créer du lien entre nous, puisque cette société en fait hétéropatriarcale, elle divise, elle hiérarchise les personnes, les individus. Cette société aussi capitaliste, néolibérale, elle va aussi nous mettre dans certains rapports entre nous. Et donc les archives, pour moi, ça nous permet d'être justement dans cet émerveillement collectif, d'en chercher à faire du bien commun, d'être ensemble. Les archives, c'est aussi créer de la solidarité, de l'entraide, et c'est une multitude en fait de supports. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré autant des objets, des photos, je n'ai pas montré des documents, ça peut être aussi des archives, ce qu'on appelle orales. Bref, ça peut être vraiment plein de supports en fait qu'on va conserver, des supports qu'on va choisir aussi. Hein, quand je parlais de construction, c'est aussi une construction politique, idéologique, une construction aussi culturelle. Ce sont des choix, les archives. Donc quel choix on fait, quel choix on va aussi faire de présenter ou pas certaines choses. Il y a même certains chercheurs, chercheuses, activistes qui vont parler de pouvoir, de violence aussi archivistique.
c'est important de se rendre compte qu'on est quand même dans une société où il y a des rapports de domination, et donc les archives aussi sont des espaces où il y a ces rapports de domination, de lutte qui ont lieu. Et pour moi, les archives, c'est vraiment un pouvoir extraordinaire de nous rendre archivivantes. C'est aussi des terminologies utilisées par nos amis du collectif Archives LGBTQ+ de Paris. Pour moi, c'est ça en fait. Les archives, ça va vraiment nous rendre archivivantes. Ça va nous mettre aussi dans du commun. Et puis, les archives, ce sont des superbes réceptacles de nos émotions, de nos désirs, de nos espoirs. Et c'est très important en fait d'être aussi dans connecté à nos propres émotions. C'est pas toujours simple. Je vous ai montré des archives comme les patchwork des noms. Être face à ces émotions, même si on a perdu personne du VIH/SIDA, mais on peut être connecté à plein de choses de notre histoire. Par exemple, ça fait partie pour moi des interrogations. Comment on va accompagner les personnes qui ont fait des deuils dans ce moment d'épidémie terrible qu'est le Covid-19, il y a des choses à raconter, à partager. Et c'est vrai que quand on présente ces objets, c'est vraiment des catalyseurs. Donc pour moi, les archives, c'est des catalyseurs d'espoir, mais aussi de joie. Je sais pas, là, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais c'est déjà pas mal. Merci. Et du coup, comme vous le dites, les archives, c'est un moyen de nous lier ou nous relier à notre histoire. Et notamment à travers Queer Code, j'ai notamment pu voir que pour vous dites que c'est un projet, une manière de permettre aux personnes LGBTQI+, d'être sujets de leur histoire et pas seulement des objets de recherche, parce qu'en effet, les recherches sur ces thématiques se développent, mais d'être non seulement sujet et pas objet. Et selon vous, pourquoi est-ce que c'est nécessaire que des personnes LGBTQI+, s'approprient activement leur histoire? Et quels enjeux il y a derrière en fait cette appropriation? Beaucoup de choses dans votre question. Mais c'est bien, on voit le centre d'intérêt et la passion, donc ça m'intéresse. Alors effectivement, le projet qu'on anime à QR Code, mais aussi à la Fabric-Art, c'est vraiment contribuer à un écosystème des savoirs, un écosystème aussi d'entraide, un écosystème où on va co-construire du bien commun. Concernant donc les archives et l'histoire et la mémoire des personnes LGBTQI, comme on est dans une société qui est encore très violente, dans une société dans laquelle on n'a pas les mêmes droits que les personnes qui vont dans ce système avoir certains droits et pas nous, parce qu'on vit et on subit différents types de violences. Une des violences, c'est en fait de ne pas avoir accès à notre histoire et à nos mémoires, et qu'elles nous soient niées. Et petit à petit, on accède à cette histoire et à ces mémoires via l'engagement d'un certain nombre de personnes. Et nous, on essaie de relier toutes ces personnes. Alors, ça peut être des personnes hétérosexuelles. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure une photo d'une image qui nous a été transmise par une famille hétérosexuelle. La fille et le petit-fils d'Emma, cette femme qui a aimé Thérèse Pierre, cette grande résistante française. Donc, c'est via, en fait, ces personnes hétérosexuelles qu'on a accès à notre histoire. C'est la même chose pour plein d'autres histoires et mémoires. Et puis parfois, on a besoin d'accéder aussi via les témoins, via plein de sources à cette histoire, et on n'y a pas accès directement. Donc par rapport à QR Code, l'idée en fait, c'est se faire dialoguer autant, quelles que soient les formes de famille, les personnes, les professionnels des archives, nous-mêmes qui sommes pleins de savoir, qui peuvent être aussi des professionnels. On travaille notamment avec des archivistes LGBTQ+, puisqu'il y a maintenant des associations d'étudiants par exemple, dans ces domaines, ou dans les métiers de la bibliothèque par exemple. On va coopérer en fait avec tous ces types de groupes pour pouvoir justement se forger des outils communs et puis partager ces savoirs. On va coopérer avec des doctorantes, alors qu'elles soient féministes et hétérosexuelles, ou doctorantes LGBTQ+, qui vont effectivement coopérer avec nous. Et on va aussi coopérer avec des personnes LGBTQ+, qui n'ont jamais fait d'études en histoire, qui ont l'impression de rien connaître, et en fait, mais qui sont passionnés par la musique, par exemple, ou le cinéma. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on est tous et toutes légitimes, et qu'on est tous et toutes
importante dans la co-construction de ces mémoires, puisque les mémoires, c'est aussi vraiment de la construction. Et donc là aussi, qu'est-ce qu'on va garder ou pas, qu'est-ce qu'on va avoir accès ou pas. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Heureusement, d'autres avant nous ont commencé, continuent d'être en lien avec nous. Par exemple, là, c'est très émouvant. J'ai montré des photos donc de ce couple de soldates lesbiennes américaines. Et là, on coopère avec une bénévole de plus de 80 ans des archives de San Francisco, qui a transmis l'histoire d'une femme soldate racisée américaine qui est venue en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, voilà, on dialogue avec elle, on se retrouve à découvrir l'histoire des bars et des associations où des femmes racisées lesbiennes allaient à Oakland et à San Francisco. Voilà, on est à je sais pas combien de milliers de kilomètres, et c'est de l'entraide, c'est de l'apprentissage. Et aussi, cette femme, elle est très très émue qu'on prenne attention à l'histoire de son amie. Et nous, on est très très émus de prendre attention à elle, mais surtout aussi à nous, hein, puisque c'est vraiment de la réciprocité. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes votre questions, mais bon, il y avait beaucoup de choses. Donc, si, c'est très bien, c'est très bien, c'est parfait. Et du coup, comme vous le dites, ce projet, ça pour un des objectifs est de permettre de lutter contre cette invisibilisation de l'histoire des personnes LGBTQI+. Et vous y avez déjà en partie répondu, mais je me demande comment est-ce que vous pouvez, enfin, selon de votre point de vue, encore une fois, expliquer cette invisibilisation. Vous avez déjà parlé de cette société hétéropatriarcale. Est-ce que vous voulez en dire un peu plus? Et j'ai une deuxième partie de la question, peut-être pour y revenir, mais comment expliquer cette invisibilisation passée et présente des lesbiennes en particulier? Voilà, je pense notamment à la marche qui a été organisée à Paris de la visibilité lesbienne. Donc il existe encore aujourd'hui des revendications et de la part des personnes lesbiennes d'être visibilisées parce qu'elles se sentent encore aujourd'hui invisibilisées. Donc voilà, ces deux questions, on pourra peut-être, je vous pourrai la reposer après si ça vous va. Oui, je veux bien, parce que là, il y a beaucoup de choses. Et puis, je suis un petit peu fatiguée par toute cette journée d'écran, et on est le début de semaine et je suis déjà un petit peu rincée, parce qu'effectivement, je fais partie, comme beaucoup de personnes LGBTQI, je fais partie je cherche le terme qu'utilisait la grande lesbienne écrivaine Dorothy Allison américaine, qui évoque, voilà, comment en fait on grappille du temps sur nos nuits pour militer, pour lutter, pour aider, pour s'entraider. Et voilà, je fais partie de cette cohorte de personnes qui grappillent plein de moments, voilà, pour partager et lutter. Donc, je pense qu'il y a vraiment en fait ces mécanismes en fait à l'œuvre sont des mécanismes qui sont communs aussi par rapport à l'histoire des femmes, puisque on pourrait faire des parallèles entre effectivement qu'est-ce qui est partagé de l'histoire des femmes, qu'est-ce qu'on connaît pas. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment aussi dans cette conscientisation, et notamment si on parle en France, autour des premières thèses, notamment accompagnées par Michel Perrault, autant de Marie-Jo Bonnet par exemple, mais aussi d'autres femmes de différentes générations. Il y a vraiment en fait un parallèle entre voilà, faire découvrir l'histoire des femmes, qui est toujours très important. Là, on voit qu'on se bat pour les journées du matrimoine. Il y a encore plein de choses à mettre en place et à partager. Et bien, il y a ce même travail d'invisibilisation. Et puis en plus, les lesbiennes sont ne sont pas des femmes, comme dirait Monique Wittig, mais surtout en fait sont aussi donc dans cette pyramide organisée par le système hétéropatriarcal, vraiment, on va dire, dans les sous-couches de cette organisation donc de société qui va hiérarchiser, organiser, et on va donc les invisibiliser pour en fait qu'elles n'existent pas. C'est vraiment une oppression très importante que de nier leur histoire, leur représentation.
Et donc il y a vraiment une intersection en fait concernant les lesbiennes que ne vivent pas par exemple les gays. Alors les gays peuvent subir aussi de nombreuses discriminations malheureusement et de violences, également concernant l'histoire et les archives. Mais vraiment, voilà, cette spécificité lesbienne, elle est importante à prendre en compte. Et on le voit bien aussi avec des revendications portées, par exemple, comme les archives recherche, les ARCL à Paris, archives recherche culture lesbienne. Alors je regarde un peu de côté parce que justement, je sais que vous allez avoir d'autres invités que moi, et notamment vous allez inviter donc la personne qui a réalisé cet ouvrage. Et moi, je voulais voilà montrer un petit peu ces archives extraordinaires conservées donc par les ARCL. Et il y a un article de Michel Larouille qui en fait partie. Et vous évoquiez donc notamment la grande marche qui a eu lieu il y a quelques semaines à Paris pour le droit à la PMA pour toutes. Et on voit en fait dans cet article que Michel évoque d'autres marches lesbiennes. Et on l'a vu dans les réseaux sociaux, beaucoup de lesbiennes, beaucoup d'organisations, beaucoup d'alliés ne connaissaient pas en fait d'autres marches lesbiennes menées dans les années 80. Là, nous, on est sur un projet à Genève autour de la Goudou Manif 1982, donc 2 ans après celle de Paris. Et on voit qu'il y a eu aussi des marches, par exemple à Amiens dans les années 80. Et là, on n'a aucune connaissance de ces histoires de lutte. Et quand on les connaît, en fait, on se relie à ces actrices, on relie donc notre imaginaire, nos luttes d'aujourd'hui. Et on voit bien que si on connaissait l'histoire des lesbiennes, je pense qu'on vivrait dans un monde beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus beau, beaucoup plus harmonieux, complètement aussi avec une autre énergie et qui serait bénéfique à tous et à toutes, bien sûr. Et donc, j'ai pas complètement répondu à votre question, mais bon. Ça me va. Ça okay. me va. Et j'ai pas demandé combien de jokers j'avais le droit, si je pouvais regarder sur mon téléphone pour appeler des amis. Je pense que je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être appeler Michel ou Suzette ou Elisabeth. Voilà. Oui, n'hésitez pas. Hein. D'accord. D'ailleurs, on va recevoir en septembre une exposition des archives lesbiennes de Super. Paris, sûrement à Toulouse. Donc voilà, restez connectés pour plus d'informations. Donc vous parliez du fait que, voilà, avec l'exemple des marches lesbiennes, que même parfois dans les milieux militants, etc., les gens n'étaient pas au courant que des marches comme celle-ci avaient déjà eu lieu auparavant. Et du coup, ça me pose un peu la question de ce rapport justement à l'histoire et aux archives au sein du milieu associatif, donc, qui est un terme très large, hein. Mais c'est vrai que vous, avec notamment votre expérience du militantisme, etc., et de l'activisme, comment est-ce que vous voyez cette place des archives dans les milieux associatifs? Est-ce qu'il en existe une, ou est-ce que encore aujourd'hui c'est une question qui est peu prise en compte, et si oui, pourquoi, selon vous? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, parce que je sais pas, j'ai eu un peur, moi je vous entendais plus, c'est pour ça. Alors moi j'ai eu la chance, j'ai choisi de militer dans des groupes où il y avait une attention politique portée en fait aux archives, à constituer des archives. Donc j'ai milité pendant plus de 10 ans au Flamand Rose à Lille, et où il y avait vraiment l'importance d'être déjà de constituer des bibliothèques et puis des archives. Donc j'ai vraiment, ça m'a permis d'apprendre, de me conscientiser avec ce groupe. Quand on a construit notre premier centre LGBT, J'en suis, j'y reste, là aussi on a fait une place importante à la bibliothèque, aux archives. Bien sûr, comme on a pu avec les moyens du bord, et puis parfois aussi avec nos maladresses, mais en tout cas il y avait une attention portée politique, conscientisée. Ensuite, on est aussi vite débordé par les réalités sociales, les luttes, l'accueil de personnes dans des situations terribles de détresse, de victimes de violences, qui fait que voilà, on va être porté aussi dans cette aide directe, et peut-être que parfois effectivement on va avoir l'impression de moins prioriser ou pas prioriser la constitution d'archives, ou de prendre attention à ces archives. Moi, je suis sœur de la perpétuelle indulgence, donc j'essaye aussi de promouvoir l'indulgence, et aussi de se dire qu'on fait comme on peut,
et que dans un système vraiment très oppressif, on fait comme on peut. Alors, il y a aussi des personnes qui se retrouvent dans des endroits, dans des pays où il y a encore des formes d'oppression encore plus virulentes et où là il y a aussi des enjeux de vie et de mort et qui arrivent à constituer des archives. Donc moi vraiment ces personnes, que ce soit en Russie ou dans d'autres pays, ont toute mon admiration et ma solidarité et ma sororité. Euh, donc en fait, je pense qu'on fait vraiment de notre mieux. Je pense qu'il y a aussi plein de prises de conscience de se dire quelle coopération on peut mener, comment on peut aussi être entraidé. Alors au sein de nos communautés, on peut avoir des professionnels, hein. On peut aussi avoir des alliés qui vont pouvoir nous aider. Moi, par exemple, j'apprends beaucoup avec Mémoire des sexualités ou avec Mémoire minoritaire à Lyon. J'apprends aussi avec d'autres groupes, voilà, un peu partout à travers le monde. Donc c'est vraiment aussi de l'apprentissage partagé, alors communautaire, mais dans le sens positif et pas négatif, hein, qu'on peut parfois entendre en France, c'est-à-dire qu'on a un centre d'intérêt. Voilà, on a un intérêt pour les archives. Donc par exemple, je suis allée régulièrement à des rencontres internationales, et voilà, j'ai beaucoup appris. À Genève, par exemple, on a coopéré avec des amies lesbiennes qui sont aussi documentalistes d'archives audiovisuelles, par exemple de la télé. Bref, à chaque fois, en fait, ce sont des apprentissages communs. Euh, et donc, voyons, cultivons l'indulgence. Il y a aussi des luttes importantes, hein, qui sont menées, puis des réflexions qui sont pas toujours communes, et tant mieux. Moi, je suis pour la diversité de pensée. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une appétence et voilà, un intérêt à prendre attention à nos archives qui est de plus en plus présent. Et puis parfois aussi, en fait, il y a, c'est pour ça que nous on fait tout sous ces temps très ludiques, très festifs, aller dans des moments de convivialité des associations, voilà, où on va ouvrir une boîte d'archives. Alors il y en a plein tout en haut de là, justement. Je vais en boîte, c'est le cas de dire, ou dans une association, une permanence, et on va en fait ouvrir ensemble cette boîte d'archives. Et des gens qui n'ont jamais ouvert de boîte d'archives vont se dire, ah bah tiens, ah bon, c'est ça une archive. Et donc, peut-être qu'on regardera tout à l'heure des images où dans une boîte d'archives, il y aura autant des objets de la vie d'une association, les PV annuels, etc., etc., que des objets aussi de moments festifs. Et donc, ça va permettre aux gens de s'autoriser aussi à constituer des archives avec peut-être aussi des traces qu'ils, elles et autres n'auraient pas pensé relier. Et ça, je crois que c'est important. J'en discutais avec justement des associations de Montpellier qui voudraient, parce que c'est les 40 ans donc de la lutte contre le sida, créer une exposition commune. Et elles me disaient, en fait, j'ai regardé les archives, mais c'est d'un ennuyeux, c'est tous les PV d'AG. Je dis bon, c'est déjà super. Et puis ces personnes me disaient mais moi je pensais trouver des photos de soirée, des comptes rendus d'action. Bon, l'idée c'est de se dire ok, on n'a pas trouvé ça, mais si nous on justement constitue aujourd'hui des archives qu'on voudrait en fait avoir. Et donc je pense que c'est un petit peu ce qu'on nous on essaye de faire via des rencontres, des performances, des ateliers. C'est aussi de se dire voilà, aujourd'hui je vais constituer des archives. Je vais les transmettre. Tiens, voilà, j'ai un badge que j'adore. Je vais raconter un peu son histoire et je vais la partager. Et je pense qu'il y a vraiment, en tout cas, une appétence. Moi, je trouve que par rapport à il y a 10 ans, alors c'est vrai que les réseaux sociaux permettent de se connecter, de s'entraider, mais il y a vraiment entre voilà des publications comme celle que je viens de montrer tout à l'heure, Antoine Hédier, que des sites internet, que voilà des comptes Instagram où on découvre plein d'archives. C'est vrai qu'il y a vraiment une appétence pour le goût de l'archive. C'est très bien, vous avez répondu à ma prochaine question. J'allais vous demander si vous aviez vu une évolution, si vous voyez une évolution dans la manière dont sont appréhendées les archives et l'intérêt qu'il y a pour les archives. Et du coup, c'est une bonne nouvelle de voir que c'est le cas et qu'il y a des nouvelles formes aussi de mise en avant et de ces archives qui existent. Et puis aussi, ça demande beaucoup de moyens. Tout à l'heure, je vous ai montré des gants de chantier. C'est vrai que des archives, ça peut demander des moyens financiers importants. Les archives de San Francisco, c'est un budget très conséquent. Elles se battent vraiment tous les ans pour constituer avoir ce budget pour pouvoir louer des lieux pour conserver, etc. Et puis parfois aussi, c'est de se dire qu'on peut aussi constituer avec peu de moyens. Par exemple, moi j'aime bien aussi montrer, en ce moment, on est quand même dans un côté revival de pratiques
notamment du fanzine, qui sont des archives précieuses et extraordinaires. Et donc, c'est vrai que quand on va, par exemple là, c'est un petit fanzine américain que j'ai découvert lors d'un atelier qu'on a co-animé avec les archives, le collectif des archives LGBTQI de Paris. Et là, en fait, c'est un petit fanzine fait donc fin des années 90 aux États-Unis pour sensibiliser les drag kings à documenter leur histoire. Et puis, eh bien, 20 ans après, vous avez un magnifique site internet, toujours réalisé par la même communauté de drag king, par les mêmes activistes, performeurs drag king. Et ce site internet, en fait, il est référencé et il est archivé numériquement par la bibliothèque du Congrès des États-Unis. Donc, vous voyez en fait que d'un tout petit objet papier, voilà, photocopié de façon militante, distribué, et voilà, par plein de façons. Et bien, 20 ans après, ben, on a un autre objet, on a d'autres types d'archives. Et puis, leur idée, c'était de transmettre des archives à l'Université de l'Oregon, où il y a beaucoup, beaucoup d'archives concernant la communauté, notamment des terres lesbiennes de l'Oregon. Et donc, voilà, je trouve que ça illustre bien voilà, d'objets qui peuvent paraître de peu de moyens, voilà, avec une photocopie. Eh ben, on peut constituer des archives avec une photocopie. On peut donner envie à d'autres de prendre soin de leurs archives, ou en tout cas même d'en constituer. Et ça, je pense que c'est important. Puis qu'on a un peu plus de moyens, ben voilà, on s'entraide, et puis on fait des choses extraordinaires, comme toujours. Merci de partager avec nous ces projets et ces images, c'est très riche. J'en profite pour dire aux personnes voilà, qui nous regardent que si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions dans le chat et on y répondra en fin de rencontre. Donc voilà, petit aparté. Donc vous nous avez présenté pas mal de projets. Vous portez dans le cadre de vos associations, de vos activités professionnelles et militantes un certain nombre de projets. Est-ce que vous avez, c'est difficile de choisir, un projet qui vous tiendrait particulièrement à cœur ou plusieurs projets que vous souhaiteriez nous présenter, nous parler un petit peu? C'est dur. J'ai trop envie de partager plein de choses. Bon, moi l'idée aussi, j'ai accepté de participer à cet exercice un peu particulier de vous parler pendant 1 heure. Moi, je suis vraiment dans des démarches collectives, vous l'avez bien compris, et donc souvent, j'interviens avec d'autres personnes. Et là, effectivement, l'idée, c'était de créer du dialogue donc avec votre association, parce que l'idée, c'est vraiment aussi de contribuer dans les prochains mois à d'autres rencontres, à des partenariats avec des doctorants, des chercheurs, des bibliothèques, des archives municipales, départementales, bref, continuer de brainstormer et d'échanger. Bon, c'est dur. C'est vraiment dur de choisir. Alors, qu'est-ce que je pourrais choisir qui peut-être, voilà, allez, parce que ça va être dans quelques jours, et puis parce que je vous ai embêté, en fait, faut le dire aussi, hein. Qu'est-ce que c'est ça, les terribles, extraordinaires, Daek. Dans quelques jours, donc ça va être les 5 ans de la publication d'un article scientifique dans une revue médicale américaine. Ça va être la première fois qu'on va évoquer des gays ayant de drôles de pneumonies, ce qu'on appellera quelques années plus tard le VIH/SIDA. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important. C'est une épidémie qui a complètement fracassé ma vie. Je suis vraiment une survivante de cette histoire. Et vraiment, pour moi, les archives, ça me permet aussi d'entrevoir la vie, et je vois tous les potentiels en fait thérapeutiques, mais dans un sens très très large, de bien-être et de lien. Et là, en fait, vous voyez donc 2 personnes qui sont en train d'échanger autour d'archives conservées au musée du MUCEM. Le MUCEM a une collection importante d'objets qui ont été collectés il y a une quinzaine et une dizaine d'années, et qui continuent d'ailleurs d'accueillir de nouveaux objets. Là, vraiment, ça symbolise vraiment ma dynamique en fait professionnelle et militante, de réunir des personnes et aussi de partager des savoirs. Donc là, ces personnes sont en train de regarder des objets et se dire tiens, qu'est-ce que je sais de ces objets, qu'est-ce que je ne sais pas. J'ai appelé ça un speed dating avec des archives. Et dans quelques jours, eh bien l'idée c'est que voilà, comment continuer de partager notre histoire, donner la parole à tous et à toutes, quelle que soit notre histoire, qu'on ait connu cette histoire de façon
façon, on va dire médiatique ou de façon dans sa chair. Et notamment, vous voyez là, vous pouvez retrouver donc ces échanges sur notre site internet de la Fabrique Art à Roman Photo, à Cabinet des Merveilles, puis à Roman Photo. Et puis, vous voyez, en fait, là, c'est ce que les gens ont partagé. On a mis des bulles, un peu comme un roman photo. C'est un clin d'œil à l'exposition qu'il y avait à ce moment-là au Mucem. Et puis, vous voyez tout en bas à droite, en rouge, les cotes, si je puis dire, de ces archives. Ce qui me tient à cœur, c'est effectivement, c'est de vous donner envie de connaître et de partager cette histoire. Donc là, je suis allée en 2019 pour fêter l'anniversaire des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, qui ont plus de 40 ans, d'aller voir les objets donc de ce mouvement, de ces associations françaises, qu'est-ce qui était conservé au Mucem. Et on a fait j'ai écrit un article avec un doctorant, Renaud Chantraine, et je vous invite à aller le lire. L'idée, c'est que ça a été pour moi aussi un apprentissage. Moi qui suis une grande dyslexique, qui ai beaucoup de mal avec l'écrit. Voilà, comment aussi passer d'un activisme de rue, un petit peu, j'aime à dire que je suis une fleur des trottoirs et des barricades, à voilà écrire sur un portail d'une institution. Ce que j'espère, c'est que dans les prochaines années, que ce soit à Toulouse et à travers la France et le monde, on va pouvoir réfléchir, chercher ensemble à justement ces archives de lutte contre le sida, qu'est-ce qu'ils peuvent et elles peuvent nous apporter, comment elles vont pouvoir en fait nous amener en fait à créer des liens et à faire face aux enjeux d'aujourd'hui. Et là notamment, j'aimerais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, c'est un jeu vidéo qu'on a créé en début d'année avec Émilie et d'autres, qui s'appelle Trace. Vous pouvez aussi le trouver donc sur le site internet de la Fabrique Art. Et là, j'ai vraiment envie qu'on développe, de créer plein de jeux vidéo pour vous donner envie de découvrir ces archives, cette histoire. Et on espère pouvoir le faire avec des personnes vivant avec le VIH, des activistes, plein de personnes. L'idée, c'est que de s'émerveiller, d'apprendre ensemble, de s'exprimer et aussi d'être fier de ce qu'on réalise. Je crois que c'est très important. Et moi, je suis très fière de ce premier épisode. J'avais jamais fait de jeu vidéo, donc c'est mon premier. Et là, l'idée aussi, c'était de se relier à une histoire, notamment d'une lesbienne américaine qui, à la fin des années 80, a créé un jeu vidéo où elle demandait aux personnes de pouvoir soutenir financièrement la lutte contre le sida en contrepartie de pouvoir jouer à son jeu. Et son jeu, c'est une lesbienne qui, donc Astro, doit retrouver, elle est détective, son amie drag queen qui a été enlevée. Et vraiment, pour moi, c'est important de se relier à toute cette histoire de mobilisation d'ici, d'ailleurs. Et donc voilà, Trace, pour moi, c'est vraiment le projet sur lequel on est en ce moment. On essaie de trouver des fonds alors qu'on est plutôt dans vraiment de l'autofinancement sur tous les projets que j'ai pu vous présenter, autant que ce soit QR Code ou la Fabrique Art, c'est vraiment de l'autofinancement. Et là, on se dit, voilà, ça serait bien d'avoir des moyens, et donc on en cherche. Voilà, donc je le dis comme ça, au cas où. Et puis aussi, un autre projet toujours relié à cette histoire de la lutte contre le sida, vous allez pouvoir vous y promener, je vous y invite vraiment. On a créé une frise chronologique des manifestations de rue, et l'idée c'est on découvre cette histoire via des traces. Alors là, vous voyez en fait un poster qui nous a été transmis par Jean-Baptiste Carré, qui a vécu un gay français les années 80 à San Francisco, et il a photographié les premières manifestations. Et là, il nous a fait le don de cette archive. Et donc sur cette frise, vous allez pouvoir comme ça découvrir cette histoire de mobilisation. Et donc à 4 jours de ces 40 ans, je vous invite à aller vous y promener et puis à y contribuer. Notamment, Act Up Toulouse nous a transmis des archives très poignantes d'action, mobilisation. Donc voilà, n'hésitez pas à contribuer, à partager vos archives concernant la lutte contre le sida, et j'espère pouvoir apprendre encore et encore et découvrir toutes les potentialités de nos archives pour améliorer notre santé, pour nous donner aussi l'envie d'imaginer nos vies dans des moments complexes. C'est vrai que quand on a 30, 20 ans de VIH, parfois on peut être fatigué, on peut avoir aussi traverser plein de choses. On peut aussi être jeune, personne vivant avec le VIH, et avoir plein aussi d'idées, de besoins. Et donc nos archives vont nous permettre de faire face et de célébrer ces 40 ans avec des visions d'avenir et avec des ressources
pour améliorer et faire que voilà, nos prochaines années soient des années pleines de vie. Merci pour ces partages et pour ces beaux projets. Est-ce que vous avez des projets à venir? Est-ce qu'ils soient encore juste dans votre tête, dans votre imagination, dans vos rêves, ou déjà en préparation? L'imaginaire, c'est hyper important. Alors là, je suis plutôt effectivement avec mes gants de chantier pour essayer de faire les prochains épisodes de Traces. Aussi, on est dans qu'est-ce qui me ferait rêver. J'aimerais en fait partager l'histoire des patchwork des noms. Pour moi, c'est très important. Dans des lieux en fait autant patrimoniaux de l'histoire du textile, par exemple, j'adorerais que face à la merveilleuse tapisserie de Bayeux, il y ait en face des patchwork des noms. Voilà, j'aimerais faire se dialoguer notre histoire, notre patrimoine, nos archives avec d'autres archives textiles liées à l'histoire ouvrière. Là, on m'a offert pour mon anniversaire un très beau roman graphique sur le 1er mai de Fourmi, donc cette grève d'ouvriers du textile dans le nord de la France qui ont été massacrés. Et c'est vrai que voilà, j'ai envie de relier en fait l'histoire de ces bannières syndicales, comme les bannières qu'on voit dans le film Pride, avec les objets textiles qu'on a pu nous créer depuis 40 ans. Ça, c'est vraiment des choses dont je rêve. Et puis, concernant l'histoire lesbienne, j'aimerais bien créer une cartographie de toutes ces marches, de toutes ces goudous et Dyke March pour aussi se rendre compte que voilà, c'est aussi en province, parce que en France, il y a ce côté Paris-province. Là, j'interviens la semaine prochaine à Paris et les organisateurs avaient même pas percuté que je pouvais venir d'ailleurs que de Paris. Et oui, voilà. Donc on existe, on milite aussi, on fait des choses en province, et je crois que c'est aussi quelque chose de très important pour moi. Et donc je veux en connaître plus sur ces fameuses Dyke March d'Amiens et d'ailleurs. Et je me dis que voilà, il y a eu des travaux universitaires, il y a aussi des militantes qui sont encore vivantes. Comment créer voilà, peut-être un espace numérique où on puisse mieux connaître toute cette histoire. Super, j'espère que ces rêves deviendront réalité. J'ai hâte de voir ça. Merci. On a un message, je ne sais pas si vous y avez accès, mais je vais le lire en tout cas. Oui, s'il vous plaît. Voilà, c'est Alexia qui dit je n'ai pas de questions, mais juste merci pour tout ce travail, c'est tellement important. Et la manière passionnée dont tu présentes une partie de notre histoire donne vraiment envie d'en connaître davantage. Vive les archives et vive toi. Eh ben, super, merci beaucoup. Mais à tout bientôt. Vraiment, l'idée, de toute façon, vous aurez, je pense, les contacts des deux associations. Nous, on se déplace, même si c'est peut-être un peu plus compliqué ces derniers temps, mais on reste en contact. Vraiment, nous, ce qui nous anime, c'est la rencontre. Et puis, c'est aussi en rencontrant, par exemple, là, voilà, je vous invite, la semaine prochaine sur France Inter, il y aura un podcast qui va être diffusé sur Claude K et Marcel Moore, ces deux femmes résistantes artistes. Et on y a contribué. Et pour moi, voilà, je rends hommage aux militantes qui nous ont rencontrés à Rennes, qui nous ont invités à Nantes et qui ont fait que voilà, on a pu monter des super projets, et qui fait que voilà, 2-3 ans après, on se retrouve dans un podcast avec des grandes chercheuses canadiennes et américaines. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment, ça part de la base des personnes dans les villes, dans les villages, en province, à Paris, un peu partout. Invitez-nous où on vous invite aussi, voilà. Et c'est ce type de dialogue qui fait que voilà, on fait des choses extraordinaires. Moi, j'y crois beaucoup. Et parfois, on a l'impression que c'est peu, et en fait, c'est extraordinaire. Il y a Maëlys qui a également un message qui dit bonsoir, ma voix s'ajoute à celle d'Alexia pour vous remercier infiniment de ce travail de recherche, de conservation et de révélation de notre histoire. Ces découvertes me nourrissent dans la construction de mon identité. Ça me touche beaucoup. Et ça va me permettre de tenir un peu plus éveillée cette nuit quand je vais continuer nos projets. Voilà. Donc merci beaucoup, ça me touche énormément. Super. Voilà, si des personnes ont encore des questions, on a encore quelques minutes, le temps de voir ça. Je ne sais pas, Isabelle, si vous avez
quelque chose à dire, un dernier mot, quelque chose que vous auriez voulu aborder qu'on n'a pas pu, n'hésitez pas. Il y a tellement de choses à dire. Allez, peut-être une dernière image d'archive avant de se dire au revoir, puisque ça va être, je crois, bientôt l'heure d'échanger. C'est vrai que là, j'ai aussi une pensée. Samedi dernier, on était à Genève, et puis là, c'est le sous-sol, la bibliothèque de l'Estime à Genève, dans le quartier des Grottes, près de la gare, un lieu voilà, où les gens se sont mobilisés pour voilà, qui est aussi un peu une vie de quartier. Dans cette vie de quartier, il y a une histoire lesbienne. Et là, en fait, on voit une archive audiovisuelle donc de la télé suisse, et qui nous a été transmise par des amies lesbiennes documentalistes. Et voilà, j'aime beaucoup ça. Lesbienne réaliste à la conquête de l'impossible, c'est la Goudou Manif de 1982. Et voilà, ces femmes, moi, elles me donnent envie de découvrir leur histoire, et elles la partagent avec nous. Ça s'appelle Notre Histoire Compte, un très beau projet de cartographie numérique, mais qui est aussi le fait d'ateliers. Et j'adore ce slogan. Donc voilà, en ce moment de fierté, je trouve que c'est chouette de la partager. Merci pour ce partage. En effet, j'aime beaucoup ce slogan également. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va terminer ici. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre partage. J'ai appris beaucoup de choses. C'était très intéressant. On va continuer à travailler ensemble pour la suite, pour d'autres projets. Merci aux personnes qui nous ont suivis ce soir. Et voilà. Ah, je vois que... Ouais. Non, j'allais dire au revoir, et puis j'étais super stressée. Merci pour votre accompagnement. Vous avez été super dans le fait aussi de soutenir, et donc c'est précieux. Je sais qu'il va y avoir plein d'autres rencontres qui vont être aussi extraordinaires sur les archives. Voilà, on va pouvoir entendre plein de voix, et il me tarde de les entendre. Et puis surtout, voilà, de co-construire des projets ensemble. Donc hâte. Merci beaucoup. Pour les personnes qui nous suivent, vous pouvez suivre le programme de notre festival, notamment sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux du Lila Festival Pride. Donc voilà, on reviendra, prochain rendez-vous le 17 juin pour parler des archives LGBTQI+. Merci encore Isabelle. Belle soirée à tout le monde. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.